Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, ok, voilà, c'est confirmé, on est en live. Alors, merci de nous rejoindre sur ce webinaire LEC 2021. Je suis du coup avec Cho, qui est responsable production chez Gardeners, et puis moi-même, Jean-Marie Gomila, co-dirigeant, cofondateur de l'agence Gardeners. En quelques mots, Gardeners, comme vous le voyez sur notre slide là actuellement, nous sommes une agence créative et digitale par nature. Nous sommes effectivement à la fois une agence de communication et une agence Digital Factory. On a une cinquantaine de collaborateurs. On travaille des deux côtés de la frontière. On est à la fois côté Genève, vers la Praille, et sur le bassin d'Annecy. Tout de suite, pour commencer cette intervention, je vous rappelle que le sujet d'aujourd'hui, tourne autour des Progressive Web Apps. Donc, on va vous expliquer ce que c'est. On va vous expliquer. Je regarde en même temps s'il y a des problématiques techniques. Non, je pense que tout le monde arrive à suivre. Donc, Progressive Web App. Et vous avez vu tous, j'imagine, le titre. En gros, pourquoi c'est un enjeu majeur dans cette année ou dans les années qui viennent pour votre stratégie digitale. Vous avez peut-être déjà noté qu'on est passé de pas mobile du tout à mobile first, et puis désormais, dans certains cas, à du mobile only. Pourtant, on continue à faire des sites responsive, qui sont des sites un peu standards, passe-partout, alors que le monde est devenu mobile. Ce slide, je vais passer rapidement sur les chiffres, parce que les chiffres, je ne vous apprendrai rien, et puis vous les trouvez. Vous avez un problème de son, certains? Alors, si vous pouvez juste me confirmer que vous m'entendez correctement. Parce que là, je vois Raymond qui a. Raymond, vous avez un souci pour entendre ma voix? Cho, toi, tu m'entends, hein? J'entends, ouais. Ok. Bon, de toute façon, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose puisque la technique est gérée par le LEC. Son OK chez moi pour Sébastien. OK. Donc, utilisateurs de mobile ramenés à la population, hein, presque 8 milliards d'habitants, 66% sont équipés. Vous savez que les pays émergents, y compris, ont fait un saut technologique en passant directement sur le mobile et sur le mobile Internet. Si on avance d'un slide, plus récemment, on voit que le trafic mobile était déjà énorme. Hein. La plupart de nos sites Internet, quand on observe en fait l'audience, on est à plus de 50% mobile sur la quasi-totalité de nos clients. On atteint les 60-70%. Et depuis 2020, plus récemment, ça ne fait qu'augmenter encore. Donc, on voit bien qu'au niveau mondial, hein, y compris dans les études, on est à 60-76% d'audience sur mobile dans la quasi-totalité des cas, hein, de retail fashion, de cosmétiques, d'industrie du luxe et à peu près dans tous les créneaux classiques. Et puis, on voit que le desktop est encore utilisé majoritairement, mais dans des cas bien précis, notamment le B2B et les finances. Et toujours sur les données les plus récentes, et dans la période Covid, on voit que le nombre d'affichage d'écran d'applications mobiles a été multiplié par 3. Alors, pourtant, on était peut-être un petit peu moins mobile, justement, dans cette période-là, mais ça n'a pas empêché. Et en mars 2020, confirmation là aussi, le temps passé par session sur l'application a augmenté de 91%. Donc, voilà, qu'on soit confiné, pas confiné, en période de pandémie ou pas, le mobile continue d'exploser alors qu'il était déjà à des niveaux très, très importants. Je voudrais qu'on s'arrête quelques secondes sur ce slide. En fait, c'est quelque chose qu'on constate dans beaucoup de cas chez nos clients, sur les sites Internet, quand on observe en fait la part d'audience ou le trafic ou le temps passé sur les sites Internet. Donc, on est souvent sur 60-70% du trafic qui est mobile. Et bizarrement, quand on passe sur le suivi de la transaction, le suivi de la monétisation, que ce soit de la vente en ligne ou que ce soit à un moment donné votre indicateur de performance à vous, hein, ça peut être
Ça peut être la prise de rendez-vous, par exemple. Voilà. Je ne sais pas si… Alors, je pense que tout le monde ne voit pas les questions des uns et des autres. Je vous précise simplement que si… Il y en a quelques-uns qui n'ont pas de son. Mathieu a gentiment rappelé que hier, le problème avait été résolu en rafraîchissant la page. Donc, Stéphane, Sébastien, si vous avez un problème de son et que vous êtes capable de m'entendre à peu près, alors est-ce que je peux envoyer une réponse à tout? Est-ce que Cho, tu peux envoyer une réponse à tout le monde? Est-ce que tu peux regarder? Je vais essayer. J'ai répondu. OK. Donc, vous voyez ce slide, hein, donc, la monétisation est toujours nettement inférieure sur mobile par rapport au desktop. Et à un moment donné, autant il y a 10 ans, on pouvait dire, oui, il y a un transfert d'usage. La journée, je suis dans le métro, je suis sur le mobile, mais j'achète pas parce que j'ai pas ma carte bleue, parce que c'est pas confort, parce que je veux prendre le temps de réfléchir. J'arrive chez moi, je bascule sur tablette et puis je passe à mon bureau, je me mets sur ordinateur. OK, il y a effectivement des comportements de transfert de device. Mais aujourd'hui, c'est loin d'être quelque chose qui doit vous être pris comme un référentiel absolu. Pas du tout. Pas du tout. Aujourd'hui, il est normalement plus facile, plus confort d'acheter, de transformer, de convertir, de faire une demande de rendez-vous sur mobile que sur desktop. Si vos utilisateurs ne le font pas, c'est tout simplement que l'expérience que vous proposez, elle n'est pas à niveau. Et ce schéma, il vous montre l'écart de niveau. Ça, c'est l'écart de business à côté duquel vous passez potentiellement. Et pour finir cette introduction, j'ai bien aimé cette citation. Donc, c'est un économiste plus ou moins connu. Enfin, en tout cas, moi, je ne le connaissais pas. Three things you cannot recover in life. Donc, vous ne pouvez pas revenir sur le mot que vous avez dit. Vous ne pouvez pas revenir en arrière sur les moments que vous avez ratés. Et vous ne pouvez pas non plus rattraper le temps qui est passé. Et si vous remplacez le mot temps par client, ça fonctionne également. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rattraper l'utilisateur qui a fui votre site parce que sur mobile, il n'offrait pas l'expérience optimale. Voilà. Donc, l'utilisateur, une fois qu'il est parti, il est parti. Ce n'est pas dit que vous le rattraperiez sur desktop le soir même. Pour ceux qui font du e-commerce, vous savez très bien que ce taux de conversion, cette conversion optimisée, c'est normalement votre obsession permanente. Je passe la parole à Cho sur une partie plus technique. Merci Jean-Marie pour cette introduction. On va aborder maintenant une partie un peu plus technique pour expliquer en termes d'architecture comment est structurée une PWA, est-ce qu'il la différencie ou pas d'une application native. Petite définition, donc l'acronyme PWA signifie Progressive Web App. Ça définit un environnement de type applicatif. Donc, quand on parle applicatif, on parle des applications natives qui ont connu leur succès sur Android et sur iOS. Sur un navigateur, cette notion de navigateur est assez importante. Hein. On parle de navigateur, c'est Chrome, c'est Firefox, c'est Safari, sans passer par un magasin d'applications. Aujourd'hui, on considère que la PWA, c'est ce qu'on appelle le chaînon manquant entre un site web mobile, responsive et une application type Android et iOS. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus une alternative à une application mobile. L'avantage d'une PWA, c'est que ça vous permet, sur un socle technique commun, d'avoir un comportement qui va être ISO en termes d'expérience utilisateur, aussi bien sur desktop, sur mobile, sur tablette ou sur d'autres types de devices qui va utiliser un navigateur Internet compatible avec des technologies classiques. Petit exemple, donc sur deux types de PWA complètement différentes qu'on a réalisées. Donc sur la gauche ici, c'est une borne tactile qu'on est en train de développer en partenariat avec Neo Advertising, qui va être disponible d'ici à la fin du mois au centre commercial Balexer. Ce qui est intéressant ici, au-delà du fait que derrière, en fait, c'est un navigateur avec des technologies JavaScript, c'est que l'alimentation se fait à partir du WordPress existant
qui alimente également le site internet de Balexer. Donc, on va capitaliser sur le contenu qui est centralisé à un endroit sur le CMS WordPress qui va à la fois délivrer la même information sur un support plus classique, puisqu'on va être sur un site internet qui est responsive, mais également pouvoir réutiliser ces briques d'informations dans un contexte totalement différent, ici sur une borne tactile qui est assez énorme. On en a une ici à l'agence, ça prend de la place. À votre droite, c'est une application métier qu'on a développée donc, pour SoCook, qui est un de nos clients, pour lequel on a également réalisé le site internet sur PWA. Là, c'est un outil d'aide à la vente. Donc, SoCook est un cuisiniste qui a énormément de magasins en France et qui est implanté en Suisse également. Ce qu'il voulait, c'était mettre à disposition des vendeurs et des clients un tunnel de qualification pour accueillir le client et pour qualifier son projet. Donc, on a mis en place avec eux, sur une table tactile, une application qui, avec le Covid, s'est mise aussi à être utilisée via visioconférence en interaction entre les clients et les vendeurs. On va aborder un aspect un peu plus technique sur l'architecture d'une PWA. Donc, on voit ici à droite, en fait, la PWA est basée sur deux socles techniques qui sont différents. On va dissocier le fond de la forme. La forme, les interactions avec l'internaute vont être gérées côté du navigateur client sur un socle qui aujourd'hui repose sur des frameworks JavaScript et qui ensuite va communiquer avec votre CMS qu'on va qualifier de CMS headless. Si je reviens sur la partie à gauche, ce qui est intéressant, c'est que la partie client qui était chargée sur le navigateur, elle va gérer le rendu et les interactions et c'est directement pris en compte par la machine et le navigateur de votre client. Donc, on va gagner en rapidité, on va gagner en fluidité et en expérience utilisateur. Sur le socle technique, aujourd'hui, donc les plus répandus, c'est Vue, Angular et React. Nous, on travaille beaucoup en Angular, mais également Vue pour des petites applications. Ce qui est intéressant avec ces frameworks, c'est que ce sont d'une part des frameworks qui sont arrivés à maturité d'un point de vue technique. Les évolutions et les montées de version sont extrêmement simples. Avec l'expérience, elles ont aussi été enrichies de l'expérience justement et de l'expertise de développeurs qui traditionnellement travaillaient plutôt sur un environnement Android ou iOS et qui ont tout à fait retrouvé dans ces frameworks-là les outils qu'ils utilisaient et la manière de répondre aux problématiques propres aux applications mobiles sur ces frameworks-là. Donc, la communauté des développeurs, naturellement, s'est trouvée enrichie de ces gens qui ont apporté leur expertise et qui ont enrichi aussi fonctionnellement ces frameworks-là. La deuxième partie à droite, sur les CMS headless, je vais rentrer dans le détail sur la slide suivante, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que tous les frameworks les plus populaires du monde open source, puisque nous, on travaille beaucoup avec l'open source, aujourd'hui, sont en capacité de pouvoir communiquer très simplement avec une PWA. Donc, à droite, notre gestionnaire de contenu va gérer l'information et va distribuer l'information sous flux JSON, donc API, à la PWA qui, elle, va s'occuper de gérer toutes les interactions et l'affichage du contenu. L'autre avantage, c'est un avantage en termes de performance, puisque la charge qu'on va demander ici au serveur ne va plus être de gérer à la fois la génération des pages et de pousser le contenu vers le navigateur, puisque tout cela va être pris en compte nativement par la PWA. Donc, comme on l'a vu sur la slide précédente, on a quand même besoin d'un outil de gestion de contenu. Ça ne remet pas en cause l'outil de gestion de contenu qu'on utilise très couramment aujourd'hui pour gérer nos sites. Mais en revanche, on va l'appeler maintenant découplé. Sur le schéma ici à droite, on voit bien la différence. Le CMS à gauche, le CMS classique va gérer à la fois votre contenu, la structuration de contenu, vos menus et vos logiques métiers, et va à la fois gérer le front. Avec une PWA,
on va bien distinguer ici notre socle technique CMS qui va remplir son rôle en termes de son cœur de métier, ce que j'ai mis entre guillemets, c'est-à-dire il va continuer à gérer votre contenu, il va continuer à gérer vos logiques métiers. Si on est sur un CMS type PrestaShop ou Magento, il va gérer le e-commerce, mais également de plus en plus toutes les interconnexions avec vos outils internes pour gérer les commandes, pour gérer les clients, etc. Et puis des API tierces également qu'on utilise de plus en plus, un MailChimp par exemple. Ce qui est intéressant à retenir également, c'est que tous ces CMS, aujourd'hui, se sont mis au goût du jour et livrent des briques, soit sous forme de modules, généralement sous forme de modules, pour pouvoir transformer très rapidement votre CMS existant en CMS headless. Ce qui veut dire que aujourd'hui, si vous voulez migrer vers une PWA, il n'y a pas à remettre en cause la logique et le choix de votre CMS et vous n'avez pas à ressaisir votre contenu. Il suffit de rajouter cette brique-là pour pouvoir communiquer très facilement et très rapidement avec un environnement de type PWA. Jean-Marie, je te redonne la main. Oui, tout à fait. Tout à fait. J'étais en train de regarder les derniers messages des personnes qui malheureusement rencontrent des problèmes techniques à nous entendre. Bon, donc désolé pour tout cela. Avançons maintenant, du coup, merci Tcho sur la partie technique. C'est vrai qu'après, je ne sais pas quels sont les profils des gens qui nous écoutent, qui nous regardent aujourd'hui, mais ce volet technique intéressera certainement pas tout le monde. En revanche, ce qui peut intéresser tout le monde, c'est les avantages qu'on retient en fait de ces PWA et ces retours d'expérience. Le premier retour d'expérience que je veux partager avec vous, c'est ce qui concerne SoCook. Donc SoCook, c'est une enseigne de cuisinistes que vous connaissez peut-être. C'est une des enseignes qui performe le plus sur le côté marché français et qui est présente, sauf erreur, également en Suisse romande. C'est un cuisiniste du même groupe que Mobalpa, positionné entrée de gamme, plutôt très très bon rapport qualité-prix. Et on a réalisé une très très grosse refonte pour eux en 2019-2020, donc avec cette fameuse migration Drupal Headless plus PWA sur une base Angular, comme le disait Tcho en termes de développement. Ce qui est intéressant donc ici, c'est de souligner que finalement le projet est malgré tout très conséquent. Donc c'est un point intéressant, c'est que ça a nécessité quand même beaucoup d'énergie. Ça a concerné une équipe importante. Je précise ici qu'on était une quinzaine de collaborateurs, de personnes, côté enseigne et côté agence. Dans les 15 experts, j'entends UX designer, graphiste, développeur front, 2 ou 3 développeurs front sur différents niveaux de technicité, développeur back, chef de projet, voilà, donc, référenceur, beaucoup de monde, évidemment, plus les personnes côté enseigne. Au résultat, on a clairement constaté, je n'ai pas le droit de communiquer sur les chiffres, mais on a clairement une expérience client nettement améliorée, avec des temps d'affichage qui ont été boostés, et puis des conversions, et c'est l'objectif absolu de ce genre de site, c'est la prise de rendez-vous vers les magasins, qui est en nette progression. Dans beaucoup de business models comme celui-là, quand un consommateur prend rendez-vous, ça signifie qu'il a une intention, ça signifie qu'il est engagé, et voilà, X fois, une fois sur 2 ou une fois sur 3, ça va aboutir à une vente. Donc c'est colossal en termes de retour de KPI. Si on avance un petit peu, d'autres cases, d'autres retours d'expérience en matière de PWA concernent des grandes marques. Si tu veux avancer, Tcho. Hop. Ah oui, ouais, j'étais sur mon doublon. OK. Du coup, on a l'exemple de Twitter, on a l'exemple de AliExpress. Et vous voyez qu'à chaque fois, et donc sur ce dernier slide de retour d'expérience, vous voyez qu'en fait, le marché est unanime pour constater, une chute des poids. Donc le poids de l'application en elle-même n'a rien à voir avec un site web ou une application mobile. Le temps de chargement n'a rien à voir. On le voit sur Forbes qui annonce un temps de chargement de la homepage à 0,8 secondes. On a du coup
des conséquences en matière de visite ou de revisite. Alors, la revisite, c'est hyper intéressant. Ça signifie qu'en fait, le consommateur a vécu une expérience intéressante et qu'il a effectivement installé la PWA et qu'il y revient bien volontiers. Donc, plus 150% de revisite chez Trivago. Et puis, des effets de boost, même sur le chiffre d'affaires, comme on voit sur Lancôme, qui annonce presque un plus 40% en matière de chiffre d'affaires sur mobile. Donc, vous voyez, à chaque fois, on tourne autour des notions d'attractivité, d'engagement, de vitesse de chargement et des impacts immédiats sur soit le temps passé sur l'application, soit la reprise en main de l'application ou le niveau de vente. Je repasse la main à Cho sur les avantages avec une espèce de balayage des synthèses. Alors, une synthèse technique, et je vais en profiter également ici pour répondre à la question de Mathieu sur la notion de découplage et de maintenance. Donc là, on compare vraiment la PWA aujourd'hui, effectivement, c'est une alternative aux applications. Donc les avantages versus les applications natives, c'est comme expliqué en fait précédemment, on s'affranchit des contraintes liées aux applications natives, notamment en termes de maintenance, puisque on avait et on aura a priori annoncé par Huawei 3 OS différents. Avant, quand on voulait faire une application native, il fallait qu'on compile en iOS, qu'on fasse une portabilité, même s'il y avait des couches intermédiaires qui permettaient un peu de capitaliser sur le code en iOS. Et ça obligeait, avec les montées de version de ces systèmes d'exploitation, d'avoir quasiment une évolution continue pour maintenir le curseur de qualité et d'utilisabilité de nos applications. Donc, c'est un avantage par rapport aux applications natives. Après, bien évidemment, le fait que dans un environnement PWA, on doit maintenir d'une partie le front qui est dissocié du back, ça nécessite d'avoir, de maintenir ces deux environnements. Mais je dirais la cadence, comme on est sur des langages qui sont open source, qui utilisent des standards HTML, comme je vous l'indique ici, ça permet quand même de simplifier et de fluidifier les opérations de maintenance, car on a beaucoup moins à intervenir qu'on pouvait le faire précédemment sur des applications natives. Le deuxième point, c'est comme on s'affranchit des stores, l'accès à l'application est simplifié. Pour ceux qui ont déjà installé des PWA sur les navigateurs qui supportent cette fonctionnalité, vous pouvez la rajouter directement en raccourci sur votre desktop ou sur votre barre d'outils, ou sur une icône en univers mobile ou tablette, et vous y accédez comme si c'était une application. Vous n'avez même pas l'impression d'être dans un navigateur. Et aujourd'hui, avec le troisième et le quatrième point, les standards web font qu'aujourd'hui, on peut avoir un périmètre fonctionnel qui est quasiment identique à ce qu'on pouvait faire auparavant uniquement avec Android et iOS, d'où en fait l'intérêt des PWA. Comme je vous l'ai expliqué dans l'architecture un peu technique précédemment, on a un énorme gain de performance, une fluidité. On est quasiment sur du quasi instantané. Du coup, on a une vitesse d'affichage et une expérience utilisateur, c'est le corollaire de ces deux points-là, qui est largement améliorée, et donc tous les KPI qui, logiquement, sont à la hausse. Le dernier point est quand même important, puisqu'on a une technologie JavaScript. Quand on affiche une page de code, une PWA, on ne voit aucun contenu, et que le référencement reste quand même une énorme problématique à régler et un énorme enjeu en termes de visibilité. Aujourd'hui, la technologie est mature pour être compatible avec les principaux moteurs de recherche, et Google a annoncé qu'ils étaient en train d'implémenter des fonctionnalités pour que leurs robots soient en capacité d'interpréter directement et simplement n'importe quel site en JavaScript. Oui, et du coup, dernier slide, toujours sur la synthèse des avantages, peut-être plus sur un aspect financier et d'usage. Au risque de se répéter, donc tous les éléments techniques de performance, d'affichage, etc., ont des conséquences immédiates sur l'engagement, donc la fidélisation.
Et sur le premier point, l'intimité entre la marque et les utilisateurs, c'est un point qu'on soulève souvent lorsqu'il s'agit d'applications mobiles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où votre marque, votre organisation ne quitte plus le consommateur et que vous êtes dans la poche de l'utilisateur en permanence, le fait d'être dans cet univers de l'application mobile crée une complicité, une espèce de connivence potentiellement entre vous et vos utilisateurs qui est énorme et qui n'a rien à voir avec un site web. Je ne me lève pas tous les matins en me disant, tiens, je vais me connecter sur le site web etc. Quand vous êtes sur une application mobile, vous connaissez un peu tous ce phénomène de je clique et je pars dans une expérience, soit d'achat, soit de… Voilà. Donc ça, vous retrouvez ça avec le PWA. Ensuite, en termes de financier, cela permet de faire d'énormes économies quand on le compare avec un schéma soit d'application native assez coûteuse, pour toutes les raisons qu'on vient d'exposer, multi-OS, etc. Soit quand vous avez, souvent pour des questions d'héritage ou de business model, vous avez à la fois un site web, éventuellement responsive, sans doute responsive, et doublé d'une application mobile qui reproduit totalement ou partiellement les mêmes fonctionnalités. Là, vous avez des coûts de gestion, de maintenance qui sont tectoniques, sans doute. Eh bien, vous allez, avec le PWA, pouvoir mutualiser et offrir une expérience, comme on l'a dit, optimale sur tous les devices, sur tous les supports. J'anticipe une possible question, malgré tout. En plus, il nous reste, on est bien, il nous reste encore 7 minutes, mais j'anticipe tout de même une possible question. Le coût d'un site web qui serait en PWA versus un site web conventionnel, en responsive, pour le coup, n'a rien à voir non plus. C'est-à-dire qu'on est forcément sur un budget supérieur lorsqu'il s'agit d'un PWA, avec une finesse de développement côté front et des langages un petit peu différents qui ne sont pas non plus maîtrisés par n'importe quel développeur. Donc, on a des coûts de développement qui sont supérieurs à un site web conventionnel. Mais en revanche, après, à vous de positionner le curseur avec tous les avantages qu'on déroule. Et le dernier de ces avantages, j'en ai déjà parlé, mais j'insiste quand même là-dessus. Ça rejoint le titre de la conférence. C'est vraiment sur tous les supports. Ce qui signifie que, comme on vous l'a montré avec Balexer et Neo Advertising, ou comme on peut l'imaginer chez certains de nos clients dans les mains d'un vendeur qui serait équipé d'une tablette, donc pour augmenter la capacité de vos vendeurs, de vos commerciaux, que ce soit en B2B ou en B2C, un seul développement, un seul socle permet d'alimenter et de pousser du contenu avec une expérience optimale sur tous les supports, tous les devices. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, voilà le résumé un petit peu des avantages. Et du coup, est-ce qu'il y a des nouvelles questions? On a à peu près 5-6 minutes encore pour discuter. Alors, il y a deux questions. Il y en a une alors, je ne sais pas si c'est une question ou une remarque de Mélissandre qui disait que les gens aimaient bien voir aussi en grand alors ça peut être sur les écrans desktop avant d'acheter. C'est à la fois, je pense, une remarque et une question. Effectivement, alors quand on parle de PWA, on est sur du mobile first, mais en revanche, on a des versions desktop. Si on prend l'exemple de SoCook, c'est exactement le même socle technique et on a une version qui est adaptée à la consultation desktop avec des images qui sont dimensionnées pour effectivement bénéficier de la taille de son écran et pouvoir voir les cuisines. Mais on peut avoir une continuité puisque on va utiliser exactement, je dirais, le même site internet, le même socle technique pour pouvoir, si on se rend par exemple en magasin, pouvoir dire ok, j'ai spoté telle cuisine, est-ce qu'on peut discuter de mon projet ensemble. Ensuite, il y avait une question de Julien qui demande comment faire cohabiter site responsive mobile et PWA. Alors, dans votre question, pour moi, il y a deux questions. Il y a est-ce que aujourd'hui mon site internet qui est responsive et qui repose sur un CMS peut potentiellement évoluer vers une PWA? La réponse est oui. Comme je vous l'avais montré dans le slide sur les CMS headless, aujourd'hui, vous avez un WordPress classique
C'est ce qu'on a fait pour Balexer, par exemple, avec Neo Advertising pour la borne. En fait, on est connecté sur le même back-office où on gère le contenu. Et quand on met à jour le contenu sur le site Internet, automatiquement, il sera mis à jour sur la borne et sur le totem. Ensuite, site responsive versus PWA, après, c'est plus une problématique d'utilisabilité et d'expérience utilisateur. C'est une réflexion aussi qui est pour moi est plutôt de l'ordre de la stratégie, de dire est-ce que mon site responsive aujourd'hui en termes de performance répond aux besoins de mes clients et répond aux objectifs de mon site. J'aurais tendance à dire si la réponse est oui, il n'y a pas forcément nécessité d'évoluer vers une PWA. Si en revanche, vous avez des besoins très spécifiques à adapter une expérience utilisateur sur mobile pour développer une fonctionnalité, par exemple, la question peut être pertinente, sachant que vous pouvez capitaliser sur tout ce qui a été déjà mis en place sur votre back-office. Ouais, c'est ce que j'allais dire, Cho. Effectivement, il faut voir l'héritage dans lequel vous vous inscrivez, mais si votre site fait le job, très bien. Par contre, vous pouvez très bien avoir une intention sur des fonctionnalités bien précises ou sur un contenu bien précis d'offrir une expérience supérieure, enrichie. Et là, vous pouvez faire cohabiter effectivement un site responsive avec une PWA pour une thématique donnée. Il nous reste 2 minutes. Je voulais aussi répondre à Mélissandre qui posait la question travaillez-vous avec des banques Crédit Agricole des Savoies, on vous connaît déjà bien. On a travaillé avec AMT sur de l'interface et de l'ergonomie il y a quelques années en arrière. Et puis, on travaille effectivement avec certains de vos confrères. Je ne sais plus si on a un mandat en cours actuellement. On a peut-être des petits mandats, mais oui, et pas sur des PWA, si c'était le contexte de votre question. On n'a pas encore déployé de PWA sur votre secteur d'activité. Ensuite, il y a la question de David. Je suis désolé, je ne comprends pas votre question. Si vous serait possible de la reformuler pour pas que je réponde à côté. Pendant ce temps-là, il nous reste un peu de temps. Est-ce que Cho, David ne veut pas évoquer la notion de navigateur, c'est-à-dire donc les barres en fait, autour du navigateur, faire en sorte que tout disparaisse comme dans une application mobile. Moi, c'est un peu comme ça que je le comprends. Mais... Alors, si c'est la question, oui, en fait, le principe de la PWA, justement, à partir du moment où vous avez installé l'icône sur votre bureau, elle s'ouvre et on n'a plus la barre de navigation. On peut revenir à une barre classique, mais on n'a plus votre barre de favoris disparaît. On est vraiment en full screen nativement. C'est ça, full screen. Ensuite, RL, on travaille en fait. Alors, les PWA, effectivement, aujourd'hui, on est sur un monde mobile first. Donc, on va privilégier avant tout dans la réflexion du parcours utilisateur sur une utilisation mobile. En revanche, les questions qui ont été posées, ce qui a été évoqué avant sur les chiffres, et dans certains contextes, il ne faut pas non plus négliger la partie desktop. Mais nous, en tout cas, sur tous les projets sur lesquels on a travaillé, on part d'abord du mobile et ensuite, on va adapter à la navigation sur desktop. Mais voilà, ça met avant ton travail, ça ne met pas en cause d'autres manières de travailler. Alors, David a précisé sa question, ce n'était pas du tout ce que je pensais. Cho. En fait, la question, c'est la migration, en fait, hein, si je comprends bien. C'est comment est-ce que je peux basculer d'une application existante, donc native, j'imagine, vers une techno comme ça. Ok, il reste 15 secondes. Alors, en fait, aujourd'hui, généralement, les applications natives, elles communiquent quand même toujours avec un serveur d'API qui va délivrer le contenu. Donc, finalement, ça fait juste déporter la problématique. Vous devez développer une PWA.